Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2019. Dans l'actualité ce soir, le Brexit a déjà des conséquences très directes sur la vie des citoyens anglais et européens. Les contrôles douaniers sont par exemple de retour pour ceux qui voyagent. L'aéroport de Chambéry a entrepris des travaux pour permettre de fluidifier les flux de passagers et de marchandises malgré cette nouvelle contrainte. Reportage dans un instant. Et puis deuxième épisode de notre série de la semaine qui nous emmène découvrir les mines de sel de Baie tout au bout du Léman. Ce soir, intéressons-nous à la production de fleurs de sel. On la surnomme la fleur des Alpes. Mais avant cela, une inquiétude de l'autre côté du tunnel du Mont-Blanc. 250 000 mètres cubes de glace sont en suspens sur la hauteur du Val Ferret à Courmayeur. Une partie du glacier de Plampaincieux, situé sur le versant italien des Grandes Jorasses, pourrait en effet s'écrouler dans les prochains jours. Une portion représentant plus d'un cinquième du glacier menace effectivement de se détacher. Il s'agit de la partie la plus basse, soit environ 250 000 mètres cubes de glace, l'équivalent de 100 piscines olympiques. Le tout pourrait se déverser dans le Val Ferret, une vallée très fréquentée par les touristes, mais peu habitée. Le glacier avance de 35 cm en moyenne chaque jour, de 50 à 60 cm parfois, une vitesse anormalement élevée. La mairie a décidé d'évacuer les quelques habitations du secteur et fermer la route la nuit. Elle reste ouverte la journée pour les voitures. C'est la fondation Montagna Sicura qui assure la surveillance du glacier qui a alerté la mairie. Les images que vous avez vues ont été tournées par les techniciens de l'association ce mercredi matin. Tu le disais dans les titres, des travaux d'ampleur ont lieu à Chambéry. Effectivement, les 200 000 passagers annuels de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc ont laissé place aux travaux depuis le 2 septembre dernier. Le Brexit n'y est pas étranger. Les nouveaux aménagements prévoient en effet de faciliter les contrôles douaniers. Ils sont de retour avec la sortie des Anglais de l'Union européenne. Le chantier vise à assurer une meilleure circulation des flux de personnes et de marchandises. On fait le point avec Clémence Roaldès. L'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc est en pleine mutation. La dizaine d'ouvriers s'active. Des travaux pour mettre en conformité l'aérogare et le terminal des affaires. Nous réalisons une extension d'environ 150 mètres carrés. Nous sommes en train de réaliser les fondations du bâtiment. Les 150 mètres carrés de cette extension vont être dédiés à la direction des douanes pour le contrôle des marchandises, au tour opérateur et ainsi à la création de sanitaires pour les usagers. Ensuite, nous allons réaliser une jonction avec l'existant. Au niveau de l'existant de l'aérogare, nous allons séparer les flux entrants de passagers des flux sortants par la réalisation d'une cloison modulaire. Et nous allons également créer et modifier des guichets de contrôle migratoire à l'intérieur. 700 000 € sont nécessaires pour la réalisation des nouveaux aménagements. Ils sont financés à 100% par le département de la Savoie. Des changements qui ne sont pas sans rapport avec le Brexit. Avec ou sans accord, l'aéroport se prépare à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour pouvoir assurer le contrôle douanier des personnes et des marchandises. C'est une conséquence du Brexit, mais c'est également se mettre aux normes des aéroports internationaux et Chambéry est un aéroport international. Les travaux devront se terminer le 1er décembre prochain, avant le lancement des vols commerciaux de la saison hivernale. On reparle du Lyon-Turin, mais cette fois côté italien. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en visite officielle dans le Piémont cette semaine. Il en a profité pour visiter une petite partie du chantier du Lyon-Turin à Chiomonte, dans la vallée de Suse. Les deux régions ont également annoncé leur envie commune de mettre en place une stratégie européenne verte. Sébastien Germain a suivi ce déplacement. C'est une rencontre que l'on peut qualifier d'historique. Alberto Cirio, président de la région du Piémont, reçoit son homologue d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, soit les deux territoires les plus concernés par le Lyon-Turin. Longtemps considéré comme un sujet sensible en Italie, le Lyon-Turin est désormais acté, comme l'a annoncé Giuseppe Conte, le président du Conseil des ministres. Cette fois, c'est officiel, le Lyon-Turin va voir le jour. Et pour nous, Piémontais, c'est une excellente nouvelle. Notre région va devenir un véritable corridor méditerranéen. De Lisbonne à Kiev ou de Gênes à Rotterdam, tous les chemins passeront par le Piémont. Pour nous, cette liaison n'est pas seulement importante, mais elle est fondamentale et vitale, car le futur de notre région et de notre pays dépendra du Lyon-Turin. Désormais, on peut dire que le Lyon-Turin est enfin sur les bons rails, une décision qui ravit forcément le président de la région Aura, fervent défenseur de la future liaison transalpine. La grande satisfaction, c'est que la bataille est gagnée. Aujourd'hui, le Lyon-Turin est irréversible. Et surtout, moi, je ne comprends pas ceux qui s'opposent à ce projet. Si vous défendez l'écologie, il faut défendre le Lyon-Turin.
On n'en peut plus des camions dans nos vallées. Donc l'objectif, c'est de prendre les camions, de les mettre sur le chemin de fer, de s'en débarrasser et de dépolluer nos vallées. C'est ça le Lyon-Turin. Cette visite de Laurent Wauquiez en terre piémontaise dépasse le simple cadre ferroviaire, puisque les deux régions ont décidé de s'unir pour développer une stratégie Alpes vertes. Turin est leader sur tout ce qui est l'hydrogène. Grenoble, la Savoie, la Haute-Savoie, on est leader sur tout ce qui est l'hydrogène. L'objectif, c'est de se mettre en commun et de faire progresser cette énergie du futur qui permettra d'avoir des voitures qui ne polluent pas. On va mettre nos programmes en commun pour essayer d'être plus forts. Et donc l'objectif, c'est vraiment de poser les bases d'une stratégie européenne alpine commune entre Piémont et Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l'avancement du chantier du Lyon-Turin et cette convention Alpes vertes, ce sont donc 2 nouvelles étapes de franchies dans le processus de coopération entre les deux pays. Mobilité encore ce mardi matin entre 7h30 et 8h30. L'association Roule & Co effectuait sa traditionnelle opération de comptage d'utilisateurs de vélos. Positionnés sur une quinzaine de grands axes et points stratégiques de l'agglomération annécienne, les bénévoles ont ainsi relevé le nombre de cyclistes empruntant ces routes, vous le voyez. À titre d'exemple, au rond-point des Vinières à Anne-Sylvieux, une quarantaine de vélos étaient répertoriés par quart d'heure. Depuis maintenant plusieurs années, Roule & Co a constaté une réelle augmentation du nombre de cyclistes. On écoute une membre de la commission de circulation de l'association. Elle répond aux questions de Sébastien Germain. La priorité, c'est de noter homme, femme, enfant. Et puis la provenance, parce que là, sur ce rond-point, on a 6 provenances différentes. Et pour ne pas compter 2 fois, comme on est 2 sur ce rond-point, on compte que les entrées. Donc ça simplifie un petit peu, mais il y a quand même toujours un risque d'erreur. À cette heure-ci, il y a des gens qui vont travailler, mais il y a aussi à cette heure-ci typiquement des gens qui emmènent les enfants à l'école. Alors il peut y avoir des petites familles avec, on a vu des groupes de 4-5 avec les enfants à vélo, alors ça c'est évidemment super. Et puis il y a aussi des parents qui le transportent derrière eux sur le siège traditionnellement. J'ai aussi vu 2 vélos cargo sur cette heure-là. Et puis on essaie de compter les vélos électriques aussi. Bon, quand on est dans un carrefour moins compliqué que celui-là, on essaie de compter aussi le nombre d'enfants transportés ou voilà, d'autres catégories. Nous, ça nous fait plaisir. Alors on a l'impression subjective que les cyclistes augmentent, mais justement c'est pour avoir des fêtes, pour avoir des chiffres exacts, enfin aussi exacts que possible, qu'on fait des comptages tous les 6 mois. Et j'ajoute qu'un nouveau comptage est prévu demain matin. Deuxième épisode de notre série de la semaine. Une série consacrée aux mines et à la saline de Baie dans le canton de Vaud. Depuis plusieurs années, au cœur de la mine est installée une petite unité de production de fleurs de sel. Cette fleur des Alpes est produite artisanalement. Elle se veut un témoignage visible de ce que la montagne a donné aux mineurs et aux sauniers au fil des années. C'est un voyage proposé par Jean-Paul Crespi. Une légende datant du XVe siècle raconte que des chèvres qui pâturaient sur les coteaux avaient une préférence marquée pour certains plans d'eau, ce qui n'échappa pas à la vigilance d'un garçon de la région, Jean Dubouillet. L'eau était tout simplement salée. Après quelques tentatives artisanales, l'exploitation industrielle des mines de sel débuta au XVIe siècle, pour s'avérer particulièrement difficile jusqu'à ce que les avancées technologiques permettent d'assurer l'exploitation sur le long terme. Pour donner vie à cette légende, une petite unité de production de fleurs de sel est installée au cœur de la mine. On travaille avec nos mineurs qui nous apportent, qui nous livrent la saumure ici, avec une ancienne pompe. C'est vraiment de l'artisanat qu'on fabrique ici. Nous commençons par puiser la saumure dans le lac qui se trouve au-dessous. Ensuite, donc elle arrive